Eh bien, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Abdelrani Youmni, économiste et spécialiste des politiques publiques. Abdelrani Youmni, bonsoir et merci d'être avec nous. Hicham Razouani, merci pour l'invitation et bonsoir aux personnes qui suivent cet entretien et à tout le monde. D'accord. Soyez le bienvenu. Alors, pour commencer, comment est-ce que vous interprétez cette prise de position officielle du Maroc? Pourquoi est-ce qu'elle intervient aujourd'hui? Alors, écoutez, moi je ne l'interprète pas, c'est pas une prise de position. Je pense que c'est une volonté du Maroc de revoir l'accord d'association qui a aujourd'hui 30 ans. Hein. Il a débuté en 1996. On est en 2026. Le Maroc a changé sur ces 30 années. L'Union européenne aussi a changé avec 27 pays et plusieurs pays qui ont rejoint cette union. Donc oui, aujourd'hui, il faut revisiter cet accord, il faudrait le remettre à jour, il faudrait mettre à plat plusieurs points de cet accord pour avoir une relation d'égal à égal. C'est ce qui a été déclaré par l'Union européenne au 1er janvier 2026. Mais c'est vrai, comme vous l'avez évoqué dans votre petit reportage, c'est qu'il y a beaucoup de contraintes aujourd'hui, une superposition de ressentis, mais aussi de craintes que cette relation d'alliance soit mise en cause pour des divergences politiques qui viennent surtout de l'Union européenne et du Parlement européen. Monsieur Youmni, est-ce que, selon vous, c'est un simple message politique ou un véritable avertissement de Rabat adressé à Bruxelles? Je pense que c'est un message diplomatique. La relation entre l'Union européenne et le Maroc, c'est une relation économique, c'est une relation géopolitique, c'est une relation de voisinage qui a été faite pendant une période où il fallait faire un rattrapage des pays du Sud, et notamment le Maroc, qui est un pays qui est frontalier. Vous savez, il n'y a que 14 kilomètres qui séparent le Maroc de l'Union européenne. C'est un voisin qui a beaucoup fait de réformes et sur ses institutions, sur ses économies, sur sa diplomatie, sur sa politique pour faire cet arrimage. Je pense que c'est une volonté de travailler ensemble. Le Maroc et l'Union européenne sont des alliés. Et puis, il y a aussi cette relation de voisinage. Aucun des deux ne va déménager. Alors, vous parlez de relations diplomatiques. Est-ce qu'on peut parler d'une évolution de la doctrine diplomatique marocaine vis-à-vis de l'Union européenne? Oui, il y a une évolution diplomatique marocaine parce qu'il y a une évolution diplomatique de l'Union européenne. Vous savez que les principaux partenaires du Maroc, sur le plan économique, il n'y a que 5 pays principaux sur les 27. Après, il y a le Parlement européen. Sa relation avec le Maroc n'est pas toujours neutre parce qu'elle est traversée soit par l'extrême droite, par l'extrême gauche, par les Verts. Et puis, comme il y a des votes, des fois de décisions politiques pour les intérêts de l'Europe, bah, ça touche parfois aussi les intérêts du Maroc. C'est pour ça qu'il faut faire une remise à plat. Il faut revoir tout ça. Vous avez parlé par exemple de la question des visas. C'est pas normal qu'il y a que 600 000 visas Schengen pour 40 millions de Marocains. Il faut trouver un pacte de mobilité qui est beaucoup moins restreint que ce qu'il y a aujourd'hui parce qu'il y a cette politique de visa. Il y a la question d'immigration, il y a la question de l'agriculture, mais c'est plus l'agriculture. Les exportations du Maroc vers l'Union européenne agricoles ne représentent plus que 14,6%, alors qu'il y a 50% d'exportation industrielle. Si vous voulez, il y a un changement de la doctrine marocaine, mais aussi du Maroc sur le plan de sa structure économique, sa diversification, des partenaires aussi. Donc, il faudrait faire une remise à plat, mais il faut passer, je pense, aux actes des deux côtés. Alors, vous parlez des visas, de l'agriculture. La déclaration évoque des décisions qui freinent le développement du Maroc. De quelles mesures parle-t-on concrètement? Oui, ben, si vous voulez, il y a beaucoup d'arrière-plan dans ce qui a été dit. Ce qui a été dit est très pertinent, mais il y a aussi des pensées de l'autre côté, du côté européen. C'est que, par exemple, l'Union européenne demande au Maroc de devenir le hub de rétention pour l'immigration. Et le Maroc a une ouverture vers les pays africains parce qu'il a une stratégie de gagnant-gagnant avec l'Afrique. Donc le Maroc se voit mal faire le gendarme de l'Europe pour bloquer une immigration qui est clandestine peut-être de personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne. C'est pas au Maroc de faire ça. Et s'il le fait ça, il va fragiliser
tout le travail qu'il fait avec l'Afrique. En même temps, le Maroc n'a pas à faire ce travail parce qu'il ne veut pas se transformer en ce que fait aujourd'hui le Rwanda, l'Albanie, l'Ouganda pour devenir le gendarme ou ce qu'on appelle l'Aquarius ou l'aquarium de l'immigration. C'est pas au Maroc de faire ça. Je pense que le Maroc, ce qu'il demande, c'est de faire un rattrapage industriel et économique du continent africain avec de la vraie coopération et pas faire de démarches sécuritaires qui ont des enjeux électoraux pour les partis politiques en Europe. Alors, vous avez abordé l'agriculture marocaine. Est-ce qu'elle est toujours le principal sujet de friction ou bien d'autres secteurs sont-ils désormais concernés? Non, c'est pas le principal sujet de friction, c'est pas le Maroc, c'est pas ça qu'il a posé. Ben, il y a beaucoup d'abord, il y a le mécanisme carbone aux frontières qui bloque aujourd'hui les produits industriels tels que l'aluminium, mais aussi les engrais. Et ça, c'est aussi un enjeu pour le Maroc. Mais il y a aussi l'énergie. Et le Maroc a peur que ce mécanisme carbone qu'on appelle le CBAM soit élargi, par exemple, à l'industrie automobile. Dont le Maroc dépend aujourd'hui. Il y a beaucoup d'équipementiers européens qui sont présents. Il y a les Français, les Espagnols, les Allemands, les Italiens. Donc, il y a beaucoup d'équipementiers qui sont présents partout au Maroc et qui participent à l'industrie automobile ou à l'industrie aéronautique. Donc, le Maroc, il a peur de l'élargissement parce que c'est une politique protectionniste qui ne dit pas son nom. On peut la comprendre. Mais il y a un accord d'association, le Maroc, avec un statut avancé. Donc, normalement, le Maroc ne doit pas être dommage collatéral de ces décisions parce que ça va entraver son développement. Et là, il a tout à fait raison. Alors, on le sait, l'Europe adopte de nouvelles réglementations environnementales. Vous venez d'en citer quelques-unes. Est-ce qu'elles risquent de réduire la compétitivité du Maroc? Ben, écoutez, le Maroc est en train de diversifier son économie, mais de diversifier aussi sa surface industrielle à l'hydrogène vert, à l'aéronautique, à l'automobile électrique. Mais le Maroc est un allié de l'Europe et c'est son voisin. 50% de nos échanges commerciaux se font avec l'Europe. Donc, on ne peut pas continuer à se développer sans l'Europe. Mais l'Europe ne peut pas continuer aussi à être en paix sur le plan économique et social sans ses voisins du Sud. Donc, le Maroc pourrait perdre en compétitivité, mais je pense que du côté européen, du côté marocain, je pense qu'on va trouver les solutions pour passer au-delà de ces barrières. Il y a un autre problème, c'est ce qu'on appelle le Fertilizer Action Plan, qui touche les fertilisants, c'est-à-dire les engrais. Donc, il y a beaucoup de décisions qui sont votées pas par la Commission européenne, mais par le Parlement européen, mais qui touchent les intérêts du Maroc. Et ça, le Maroc a peur de perdre au niveau de sa compétitivité et au niveau aussi de sa volonté de devenir un pays exportateur de produits industriels, ce qui est tout à fait audible pour le Maroc. Alors, le Royaume du Maroc estime également que des secteurs comme l'automobile, les ports, les services, la finance ou encore l'outsourcing pourraient être pénalisés. Pouvez-vous nous expliquer dans quelle mesure? Bah, vous avez évoqué dans votre présentation les transferts. Le Maroc a 400 milliards de dirhams, si vous voulez, de réserves de change. Ça fait à peu près 40 milliards d'euros de réserves de change. Si vous voulez, ces réserves de change permettent au Maroc de faire ses importations, d'être présent sur le commerce international. Une partie, 122 milliards de dirhams, viennent des Marocains du monde. C'est le fruit de leur travail. Donc, on ne comprend pas pourquoi on est en train de bloquer les banques marocaines de participer à ces mouvements de transfert, parce que c'est le transfert d'une partie de l'épargne, mais aussi des fruits du travail de migrants. Les sociétés européennes ou étrangères que nous avons au Maroc font bien cela pour leur profit. Ils font un transfert de profit. Pourquoi un travailleur ne ferait pas un transfert de son épargne? C'est même pas les mêmes dimensions, c'est même pas les mêmes sommes. Donc le Maroc a peur. Il a peur aussi qu'il y ait une concurrence bancaire des banques marocaines qui sont présentes de plus en plus en Afrique. Moi, je pense que le Maroc, il défend comme un pays, il veut ce partenariat d'égal à égal, gagnant-gagnant avec l'Union européenne, et je pense qu'il est en train de l'exprimer. Et il ne faut pas amalgamer ça, si vous voulez, avec ce qui s'est passé à Sebta et à Melilla. Ça n'a rien à voir. C'est Bien autre sûr. chose. Aujourd'hui, oui, c'est pas la même chose. Aujourd'hui, le Maroc va avoir un partenariat qui est beaucoup plus mature, qui est plus adulte, et qu'on sort de de cette relation de tutelle, si vous voulez, d'avoir une relation d'égal à égal. Mais il y a beaucoup de partis politiques européens qui veulent ça aussi.
Alors, Rabat rappelle régulièrement à Bruxelles les moyens humains et financiers consacrés à la lutte contre l'immigration. Vous avez cité Sebtsam, Lilia, mais il y en a d'autres. Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'un véritable coût économique de cette mission ? Oui, il y a un coût économique de cette mission, mais il y a aussi un coût social. Vous savez que, par exemple, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, il y a à peu près, entre Espagnols, Portugais et Italiens, il y a à peu près 6 millions de personnes qui ont pris la route vers la France pour participer aux 30 Glorieuses. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait normal qu'il y a de l'immigration qui cherche à changer ses conditions sociales. Vous savez que le PIB à Ceuta est à peu près 5 fois le PIB à Fnedax. Donc, on comprend que les gens veulent voir sa situation tant qu'on n'a pas un rattrapage économique entre les deux. Mais oui, il y a un coût social, il y a un coût économique. Le Maroc, qui était un pays de départ, est devenu aujourd'hui un pays d'arrivée, comme l'Espagne et l'Italie et le Portugal dans les années 60, aujourd'hui, sont arrivés. Le Maroc, aujourd'hui, c'est un pays d'arrivée. Il y a beaucoup de personnes qui viennent d'Afrique subsaharienne, qui s'installent au Maroc. Après, il y a aussi des gens qui ont envie de passer de l'autre côté parce qu'ils veulent avoir une vie meilleure. Mais ce n'est pas au Maroc de faire le gendarme de ses frontières, même en échange d'argent. Le Maroc, ce qu'il veut, c'est un rattrapage économique et industriel. Parce que si on ne fait pas ça, il y aura toujours une volonté de migrer d'une rive à l'autre. Le Maroc, ce qu'il demande, c'est vraiment ce rattrapage industriel, économique, et que le continent africain devienne un continent autonome sur le plan économique et aussi souverain et qui produit ses besoins et qui crée de son emploi. Et je pense que ce n'est pas très audible aujourd'hui du côté européen. Justement, Abdrani Oumni, est-ce qu'aujourd'hui, le Royaume estime supporter une charge disproportionnée par rapport au financement européen ? Non, non, ce n'est pas une charge disproportionnée. En tout cas, le Maroc n'a jamais demandé de fonds pour faire sa politique migratoire ou pour devenir le gendarme ou le gardien ou l'arrière-cour de tout ce qui vient d'Afrique subsaharienne. Vous savez qu'entre 2021 et 2026, ce qui a été voté, c'est à peu près 500 millions d'euros. Le Maroc n'a pas reçu tous les 500 millions d'euros et parce que le Maroc ne demande pas des fonds spéciaux pour bloquer l'immigration. Ce qu'il veut, c'est qu'il y ait un travail sur le projet Eurafrique pour qu'il y ait moins de migration, parce que l'immigration, derrière l'immigration, il y a des souffrances, il y a de la pauvreté, il y a de la misère, il y a du manque de possibilités, et c'est ça qui pousse les gens à immigrer. Je ne parle pas de ce qui s'est passé à Septembre, ça c'est autre chose. Mais ce qui se passe sur la subsaharienne, c'est ça. C'est vraiment les gens qui sont en souffrance qui essaient. Et tant qu'on n'a pas fait ce rattrapage dans une Europe qui vieillit, dans une Afrique qui est très jeune, qui crée des enfants, il y a aujourd'hui aussi un volet démographique. Le problème, Hicham Razouani, c'est qu'aujourd'hui, la question de l'énergie et la question de l'immigration sont devenues un enjeu géopolitique et un enjeu électoral. Il y a beaucoup de partis politiques et de personnes qui utilisent ça pour faire de la manipulation. Alors, vous l'avez rappelé, le Maroc refuse d'être réduit au rôle de gendarme de l'Europe. Est-ce que ce changement de ton traduit une volonté de redéfinir complètement le partenariat entre d'un côté le Maroc et de l'autre l'Union européenne ? Oui, mais Hicham Razouani, il faut pas que ce soit un diktat ni du Maroc ni de l'Union européenne. Je pense que les deux sont suffisamment intelligents et pragmatiques pour construire ce projet Eurafrique que je défends personnellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va avoir moins d'immigration, il nous faut moins de souffrance. C'est-à-dire que le Maroc, il accepte d'être un hub industriel, qu'il accepte un hub entre l'Europe et l'Afrique, mais il n'accepte pas d'être un hub de rétention d'immigrants à l'image de ce que fait le Rwanda ou l'Ouganda, parce que c'est pas son histoire. Le Maroc, c'est un pays qui a toujours été traversé par des immigrations, il a toujours été traversé par des cultures, donc le Maroc ne sait pas faire le gendarme. Ce qui se passe en Libye, c'est pas ce qui se passe au Maroc, c'est pas possible. Donc ce qu'il faut, c'est construire un futur. On sait qu'on vit une situation géopolitique d'incertitude, de fragilité, c'est ce que vous avez montré depuis le début de votre journal. Malheureusement, moi, je préfère des jours meilleurs, mais je pense que le Maroc est dans l'optimisme et l'envie de construire un projet hors-africain en dehors de tout ce qui est politique. Oui, c'est vrai qu'il y a un excédent démographique. Nous aussi, au Maroc, on a un excédent de jeunes. Il faudrait qu'on trouve des alternatives, mais l'immigration, c'est pas la solution, mais la coopération et le transfert de technologie, l'éducation et aussi le transfert de richesses, comme l'Europe a fait aussi avec l'Afrique quand il y a de la
l'a vidé de toutes ces matières premières. Ouais. Aujourd'hui, il faudrait investir en Afrique pour faire ce rattrapage. Alors, le Maroc, on le remarque de plus en plus, dispose aujourd'hui de nombreux nouveaux atouts. C'est à la fois un hub industriel, une plateforme logistique, un partenariat énergétique qui bénéficie d'une stabilité régionale et qui constitue une ouverture vers l'Afrique. Est-ce que cela modifie profondément son poids dans les négociations avec Bruxelles, selon vous? Oui, clairement, Hicham Azouani, ça modifie son poids, mais je vous dis son diktat, parce que c'est pas de toute façon la diplomatie du Maroc et c'est pas sa manière de faire. Le Maroc, c'est pas un pays d'idéologie, c'est un pays de stratégie. C'est différent. Quand vous avez un pays d'idéologie, il essaie de faire pression. Un pays de stratégie, il essaie de travailler parce qu'on doit construire l'avenir. Oui, le Maroc a un poids aujourd'hui, pas seulement sur le blocage de l'immigration, c'est aussi un modèle aujourd'hui. Le Maroc est un laboratoire. Et je vous ai dit, Hicham Razouani, le Maroc ne veut pas être un hub de rétention de personnes en souffrance, il veut être un hub technologique, industriel, de création de prospérité, de partage et de création d'un avenir entre le continent africain et le continent européen, parce que ces deux continents sont interdépendants. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Europe dépend-elle davantage du Maroc que le Maroc de l'Europe? Oui, c'est pas facile, c'est pas aussi facile que ça parce que c'est difficile à modéliser. Je pense que c'est une relation pragmatique. Je pense que l'Europe voit en le Maroc ce qu'elle rêverait d'avoir dans les pays du Sud. Sur le continent africain, c'est un très bon laboratoire, c'est un très bon élève de FMI, de la Banque mondiale, des institutions. C'est un pays qui a une politique macroéconomique prudentielle. C'est un pays qui a fait beaucoup d'avancées sociales malgré les difficultés que nous avons. Mais oui, elle voit plutôt un laboratoire pour faire. Malheureusement, ce que nous avons dans notre région ne donne pas beaucoup d'optimisme, mais il faut espérer que les choses aillent mieux. Sur le plan démocratique, le Maroc a fait beaucoup d'avancées, mais je pense que l'Europe n'a pas peur du Maroc. Ce qu'elle doit faire, je pense qu'il faudrait réécrire ce statut avancé et surtout expliquer qu'il y a un problème démographique, c'est vrai, qu'il y a un problème d'emploi, c'est vrai, qu'il y a un problème d'écart de richesse, c'est vrai, mais il faudrait travailler sur le rattrapage parce que nous avons un vieillissement au nord, nous avons un rajeunissement au sud, et je pense que les marchés futurs, ils sont au sud, ils ne sont pas au nord. Monsieur Youmni, peut-on aujourd'hui parler désormais d'une véritable interdépendance stratégique du Maroc? Oui, oui, il y a une interdépendance stratégique du Maroc, surtout avec l'Europe, moins avec l'Afrique aujourd'hui, honnêtement, clairement, parce que sur le plan industriel, le Maroc fait, si vous voulez, s'inspire de ce que l'Europe a fait et elle essaie de construire sa stratégie. Il a ouvert aussi ses industries, son économie vers d'autres idées qui viennent d'autres pays, avec les Américains, avec les pays du Golfe, avec l'Union européenne. Le Maroc a envie de créer avec pas de ressources minières, parce que nous n'en avons pas, mais avec une volonté, avec une stabilité politique. Maintenant, oui, le Maroc, oui, voudrait se positionner, mais voudrait surtout créer de la richesse locale, augmenter le PIB et créer un modèle de développement qu'on peut recopier sur plusieurs pays. Mais de toute façon, pour revenir sur la question d'immigration, et c'est très important, l'Europe ne peut pas continuer à exister économiquement sans les flux migratoires parce que c'est eux qui financent la protection sociale. On va avoir à peu près 60% de personnes qui ont plus de 65 ans à l'horizon 2045 en Europe. Il faudra financer les retraites. Ça ne peut se faire avec la migration parce que la natalité en Europe, elle est proche de 0,9%, de 0,9 par femme. Donc, il y a un problème au nord. Donc, la migration, malgré tout ce qu'on fait dans la politique, c'est irréversible. Il y aura des migrations. Par contre, elle doit être régulée. Et pour qu'elle soit régulée, il faudra aider les pays du Sud à former leurs jeunes pour que quand ils immigrent, ils immigrent avec du potentiel et de la créativité et des métiers. Alors, le gouvernement évoque implicitement un nouveau partenariat. Selon vous, à quoi est-ce qu'il pourrait ressembler ? À quoi il pourrait ressembler? Moi, je pense que la partie migration va être présente. Le pacte migration et asile n'est pas favorable au Maroc et n'est pas
favorable à l'Afrique parce il veut obliger des pays à devenir des pays de rétention, de blocage, alors que ce n'est pas vos citoyens que vous bloquez. D'ailleurs, le Maroc n'a pas admis les Marocains qui sont partis à Ceuta, mais pas les autres nationalités, ça c'est un. Donc, il faut que Asile Migration, qui est de la concertation. Sur le transfert de technologie, il faut qu'il y ait de la concertation. Sur les visas, il faut trouver un statut spécial ou faire des visas de 10 ans ou des vignettes comme pour les Américains et les Canadiens pour que tous les gens qui sont éligibles sans problème aient des visas de 10 ans et pour qu'on arrive à 1 million de visas pour les Marocains parce qu'on a au moins 1 million de Marocains qui peuvent voyager sans problème. Il est inconcevable que le Maroc accueille 20 millions de touristes et qu'il n'a que 600 000 personnes qui peuvent voyager. C'est pas concevable. Donc, il y a ça. Et puis aussi la partie formation professionnelle, transfert, et surtout accès au marché européen. Ça, c'est un vrai problème. Le Maroc ne peut plus continuer que de l'industrie sous-traitée et aussi des produits agricoles vers l'Europe. Il faudrait aussi qu'on commence à exporter des produits industriels qui ont un taux d'intégration très élevé. Et ça, c'est le transfert de technologie qui le fera. Justement, est-ce qu'il faudrait aller vers davantage davantage de coproduction industrielle, de convergence réglementaire, d'investissement européen ou bien des projets communs en Afrique ? Non, alors d'abord, c'est l'Afrique, c'est mon projet, si vous voulez, c'est mon rêve, mais il faudrait commencer par le Maroc, plus d'investissements européens, mais d'investissement dans l'industrie, d'investissement dans l'hydrogène vert. Le Maroc ne refuse pas. Je pense qu'il y a une très belle expérience qui se fait avec la France aujourd'hui. Elle se fait aussi avec les Espagnols sur le dessalement d'eau de mer, mais il y a d'autres pays qui peuvent venir, les Allemands, d'autres pays. Après, je pense qu'il faut sortir deux volets très importants des relations bilatérales entre le Maroc et l'Union européenne. C'est l'idéologie et la géopolitique. Je pense qu'il faut être sur des relations géoéconomiques, d'avenir, de voisinage et sortir toutes les interférences géopolitiques qui viennent ou du voisinage ou qui viennent d'autres pays, mais aussi des interférences aussi électorales qui viennent de l'intérieur des pays européens et qui souvent ils sont à la source de ces problèmes. Vous savez que toutes les lois votées qui sont anti-marocaines et anti-relations Union européenne-Maroc sont votées dans le Parlement européen. Malheureusement, la démocratie, on ne peut pas éviter cela, mais il faut que la Commission européenne explique le fond de cette relation et de statut avancé qui est donné au seul pays d'ailleurs sur le continent africain qui est le Maroc. Alors avant de conclure, le Royaume du Maroc demande-t-il davantage d'aide financière ou avant tout davantage de cohérence entre d'un côté le discours européen sur le partenariat stratégique et de l'autre les décisions réglementaires prises à Bruxelles ? Le Maroc ne croit pas à l'aide au développement. Il ne croit pas non plus aux aides. Le Maroc, de ce qu'on a vu sur les 27 dernières années, ou depuis même les années 90, ce n'est pas un pays qui demande des aides, c'est un pays qui veut avoir des relations cohérentes, des relations stables, des relations d'avenir, parce que c'est ça qui dure. Parce que vous savez que la politique d'assistanat et de l'aide et développement n'a jamais réussi dans aucun pays. Les pays asiatiques sont devenus aujourd'hui ce qu'ils sont devenus parce qu'ils se sont retroussés les manches, ils ont développé leur technologie, leur éducation, leur recherche et développement, ils n'ont jamais dépendu de l'aide. Le Maroc ne dépend pas des aides, il ne dépend pas de ses matières premières, il fait de la transformation, donc c'est ça ce qu'il veut. Donc il n'est pas dépendant des aides, mais il veut plus de cohérence, mais je pense aussi que l'Union européenne veut aussi plus de cohérence. Les deux veulent plus de cohérence. Merci à vous, merci. Merci beaucoup Abdrani Oumni pour votre analyse et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes économiste et spécialiste des politiques publiques et que vous étiez avec nous en direct depuis Casablanca. Merci infiniment. Merci pour l'invitation. Merci.